Olivier, 32 ans, et Nicolas, 35 ans, entament leur service de nuit sur leur terrain de chasse favori, l'autoroute A33 dans l'est de la France. C'est un axe porteur parce que c'est l'axe qui descend du Benelux et qui se dirige vers l'Espagne, l'Italie, la région de Lyon, on va dire. Donc, qui sont des bons clients pour nous. Bons clients en quoi? Bons clients en stup et en tout type de trafic. Depuis la suppression des postes frontières en 1993, les douaniers peuvent intervenir où bon leur semble, partout en France. À Nancy, Nicolas et Olivier privilégient les endroits où les voitures ralentissent, comme les péages, pour repérer plus facilement leur cible de loin. Je le sens bien. Mercedes. Mercedes, classe, c'est bon ça. Les trafiquants utilisent souvent ce type de voiture, qui a l'avantage de comporter beaucoup de recoins, C'est pas mal ça. Français. autant de caches potentielles. C'est quoi une petite dame? Ouais. Madame, bonsoir, c'est le service des douanes. Quel trajet vous effectuez, s'il vous plaît? Je viens de Metz, D'accord. je vais jusque Vidauban, près de Fréjus. Donc d'accord, trajet professionnel. Ah, vous déménagez? Oui. D'accord, ok. Vous avez un camion qui vous suit ou vous déménagez juste ce que vous avez là? Ça, c'est le reste, le camion est passé sous le camion. D'accord. D'accord, bah c'est parfait. Merci, Merci, bonne bonne route. continuation, Au au revoir. revoir. Les explications de la conductrice sont crédibles. Elle peut repartir. Pas avec ça qu'on va faire notre soirée. Non. Ces questions qui semblent anodines permettent de trier les voitures, Merci. celles qu'ils laissent passer C'est bon. Au revoir, bonne route. Merci. et celles qu'ils décident de fouiller. Il est en plein phare, non? Là, 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 oh! Laissez voir la musique, monsieur. Je crois que vous m'avez dit arrêtez-vous là. Non, Ben non, non, bah, monsieur, en on fait, vous les gestes observe. sont simples, ils font partie du code de la route et donc je vous demandais de vous arrêter immédiatement. Vous allez vous garer là-bas où il y a nos collègues, là, à droite tout de suite. Hein. Vous n'oubliez pas de vous arrêter. Ouais. Peut-être quand même faire un article 40 au final. Contrairement aux policiers, les douaniers n'ont besoin d'aucune justification ni autorisation judiciaire pour inspecter une voiture. Il est rôti, lui. Hein. Complètement. Vous êtes en plein phare, hein, en fait, depuis le début. Hein. Donc vous éblouissez tout le monde, monsieur. Allez, Nivo, ça fait devant, s'il vous plaît. C'est avec mon collègue. Vous n'avez pas d'objet dangereux sur vous? Un couteau, une lacrymo? Face à la voiture. Ah, il y a de l'héros. Hein. À l'avant, Nicolas repère un petit morceau d'aluminium brûlé. Les héroïnomanes s'en servent pour chauffer la drogue avant de se l'injecter. Le conducteur nie en avoir consommé, mais avoue fumer du cannabis. Vous avez vidé vos poches, s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que vous consommez des produits stupéfiants? Ouais, je fume de la bœuf, Vous en avez avec vous? un petit peu. Allez, vous me le donnez, s'il vous plaît? Allez. Ça, c'est ma méthadone. Ouais, mais donnez-moi tout. Du cannabis, des cachets de méthadone, un substitut de l'héroïne, des éléments qui poussent les douaniers à approfondir l'inspection de la voiture. Une décision confortée par la forte odeur qui se dégage de l'habitacle. Oh la vache, ça pue, hein. Il y a renversé 6 litres d'ammoniac là sous le siège. Hein. C'est réputé dans le milieu des stupéfiants pour éloigner les chiens. Alors qu'en fait, bon, ça marche pas. Et nous, dès qu'on le sent une odeur d'ammoniac, c'est une odeur qui est très forte, qui est caractéristique. Et bon, au contraire, ça nous met plus la puce à l'oreille qu'autre chose. Vous avez de l'ammoniac dans la voiture? Non, en fait, j'ai dépanné, Dites-moi. j'ai dépanné quelqu'un en voiture D'accord. et il avait besoin d'ammoniac pour... Enfin, moi, je frotte les vitres avec. Hein. Elle s'est renversée. Et il l'a renversée ici devant. Et... Ouais, comme par hasard, il a renversé de l'ammoniac par terre. Tu prends un autostoppeur, le mec respecte rien. Ah non, mais c'est ça, les autostoppeurs. Ouais, c'est ballot. Les douaniers ne croient pas un instant à cette version. Ils en sont convaincus. Il y a encore de la drogue cachée quelque part dans cette voiture. Et c'est quoi cette mousse là? Elle vient même quelque part, cette mousse. Voilà, c'est un petit carré de mousse qui a été découpé peut-être d'une garniture d'un siège. On pourrait dire que ça correspond à 500 grammes d'héroïne. Alors, si t'étais un paquet de stupes, tu te cacherais où? C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Allez, il faut qu'on trouve. Une voiture, c'est un vrai gruyère. Donc avec un peu d'imagination, passer 1 kilo ou 2, c'est ce qu'il y a de plus facile.
C'est à nous après d'avoir plus d'imagination que les trafiquants. Olivier prend ça comme un défi, presque un jeu. On a des belles caches aménagées parfois avec des systèmes électroniques. C'est toujours plus agréable qu'une découverte sous un siège ou posée dans un sac. Que je ne les prenne pas dans la gueule. Sur une C3 une fois, la plaque là en fait était moulée. Et il suffisait d'actionner le levier de vitesse en marche arrière, la trappe basculait. Ah c'est du grand art, ouais. C'est toujours agréable de trouver une belle cache. Hein. Pendant qu'ils s'acharnent, derrière eux, d'autres voitures passent sans se faire contrôler. Nicolas se demande si cette voiture ne sert pas à faire diversion pour qu'un autre véhicule chargé de drogue puisse passer sans attirer l'attention. Ils ont quand même pas envoyé un éclaireur comme ça. Au bout d'une heure et demie, les douaniers doivent se rendre à l'évidence. Rien d'exceptionnel. Aucune trace d'héroïne. Nicolas décide de poursuivre les investigations jusqu'au bout et de fouiller le conducteur au corps dans les toilettes de l'aire de service. Donc là, on va aller dans ce local. Ok. Allez-y, rentrez. Allez. Penchez un peu en avant, vous écartez les fesses. C'est la première fois qu'on me dit ça. Bon, en même temps, c'est ce genre de truc, ça n'arrive pas tous les jours qu'on vous dise penchez-vous, vous voyez. Merci. Ouais, allez-y, remettez vos chaussettes, vos chaussures. La visite à corps, comme on l'appelle dans le jargon douanier, ne donnera rien non plus. Estimant que l'homme est en état de conduire, les douaniers le laissent repartir. Mais il est désormais inscrit sur le fichier des douanes. Les 3 grammes de cannabis et la méthadone sont saisis. Bon, on a une faible quantité de stupéfiants, mais on s'attendait à du lourd, comme on dit. Et bon, c'est frustrant, voilà. C'est le jeu du chat et de la souris. Un coup on gagne, un coup on perd. C'est comme ça. Est-ce qu'on est passé à côté ou est-ce qu'il y avait rien? On ne saura jamais. Mais parfois, l'obstination paye. En décembre dernier, les douaniers se sont acharnés pendant 12 heures sur ce camion espagnol. Ils ont fini par trouver un indice suspect sur ce réservoir. Les sangles qu'on voit juste en dessous, elles sont normalement harnachées pour pas que le réservoir tombe en fait. Et elles dissimulaient les points de soudure là, qui ne sont pas du tout censés être là. Puisqu'un réservoir n'a pas à être coupé ou ressoudé. Olivier et ses collègues décident donc de faire appel à un professionnel pour découper le réservoir. Une décision importante, car s'il n'y a rien à l'intérieur, la douane doit indemniser le propriétaire du camion, 2 500 € dans ce cas-là. C'est pas une décision qui se prend facilement et c'est pour ça que, encore une fois, d'être toute une équipe, on était assez nombreux sur ce contrôle, ça nous a permis de garder un petit peu la foi et de nous dire que voilà, on peut pas faire fausse route. Et donc apparaît le caisson, donc l'ouverture du caisson lui-même, qui nous a laissé découvrir les 350 kg de résine de cannabis. Une des plus grosses saisies de l'année 2015. Et en 12 ans de carrière, l'une des caches les plus ingénieuses à laquelle il a été confronté. C'est ce moment où on se dit qu'on n'est peut-être pas trop mauvais quand même dans son boulot. Nicolas, lui, était en vacances. Et il s'est bien fait charrier. J'ai eu droit au message SMS photo en direct, avec le suspense et tout ce qui va avec. Les collègues se sont bien moqués de moi et bien fait d'avoir pris tes vacances. Voilà. À Nancy, les saisies de drogue ne représentent qu'un tiers des affaires douanières. Dans l'entrepôt de la brigade, toutes sortes de marchandises non déclarées ou de contrefaçon. Du tabac, des litres d'alcool et des tonnes de sacs et de vêtements. Tout sera détruit. Avec le boom du commerce sur Internet, les douaniers fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances ont désormais un nouveau droit. Depuis mars 2014, ils peuvent perquisitionner sans préavis n'importe quelle plateforme logistique. Il est 5h30 du matin. Les douaniers débarquent chez l'un des plus gros livreurs de colis français. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur Berck. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous suis. Ici, arrivent chaque jour 13 500 colis de partout dans le monde. Ils sont scannés, triés, avant d'être livrés au client final. Comme sur le bord de la route,
Olivier et Nicolas n'ont que quelques secondes pour se faire un avis. Les colis en provenance de Chine, pays connu pour ses contrefaçons, sont particulièrement surveillés. Ça allait là-dedans? Donc là, vous avez un carton provenant de Chine. Typiquement la taille d'un carton contenant des baskets. Et en effet, vous avez à l'intérieur des baskets marquées Nike dessus, qui s'avèrent être en fait des contrefaçons. On le voit au premier coup d'œil par rapport à la qualité des coutures. De plus, Nike ne vend jamais ses baskets dans un carton comme ça. Voilà, vous avez un emballage qui est bien défini par la marque, qui là n'est pas du tout présent. La marchandise est saisie sur le champ. Le destinataire paiera une amende d'un montant égal à 2 fois le prix de la vraie paire de baskets. Un autre produit intéresse particulièrement les douaniers, les médicaments achetés sur Internet. Le nombre de saisies a doublé l'an dernier. Ça vient d'Inde. Ici, des pilules de stimulation sexuelle. Impossible de s'en procurer en France sans ordonnance. Potentiellement des contrefaçons de Viagra féminin, je pense. Jaune. On va les récupérer pour expertise la brigade. Merci. La partie la plus longue du travail commence maintenant. Les douaniers ont suivi des formations auprès des laboratoires pharmaceutiques. Donc on a le logo de Pfizer qui apparaît en dessous. À côté du logo, un nom de médicament. Tadalift, on va aller vérifier quand même ce que c'est chez Pfizer. Non mais là le Tadafil c'est la molécule générique du Viagra. Ils n'arrivent pas encore à identifier s'il s'agit d'un générique ou d'une contrefaçon. On va goûter les médicaments et dans 30 minutes on vous dit si ça fonctionne. Vous pourrez filmer les effets si ma compagne est d'accord. C'est finalement sur Internet qu'ils vont trouver la réponse. Médicaments utilisés pour les troubles de l'érection. Commercialisé par le laboratoire Eli Lilly. Et donc du coup c'est même pas... C'est même pas Pfizer qui le... Pfizer. Ouais, ok. En fait ils ont mélangé deux labos. Le laboratoire aura quand même son mot à dire, mais c'est manifestement de la contrefaçon. C'est comme si vous aviez le logo Nike avec écrit Adidas au-dessus. C'est absolument impossible. Les douaniers réussissent à identifier le site internet qui aurait vendu ces médicaments contrefaits. Comme souvent, il est basé à l'étranger. Voilà, on a le droit à un site hébergé en Roumanie qui nous vend des médicaments pas bien chers. Contre ce site roumain, les douaniers ne peuvent légalement rien faire. Seulement le signaler aux autorités sanitaires françaises. En revanche, pour l'importation de 36 cachets de faux Viagra, le destinataire écopera d'une amende d'environ 500 €. Il aura fallu 4 heures de travail aux deux douaniers pour boucler ce dossier. On a terminé la visite des locaux à 7h30, 7h30, et nous sommes arrivés à la brigade à 7h45. Donc là, il est midi moins le quart. Vous voyez, c'est quand même assez lourd comme procédure. C'est autant de temps en moins sur le terrain. Autant de temps en moins sur le terrain, mais bon, c'est nécessaire pour des procédures qui peuvent aller en justice. Il faut être carré et il faut être assez procédurier. Voilà. Nicolas est douanier depuis 14 ans. Sa femme, enceinte de leur deuxième enfant, a dû se rendre à l'hôpital pour des examens. Il doit aller chercher son fils de 3 ans chez la nounou. Il a presque 1 heure de retard. Bon, j'ai tout de suite envoyé un petit texto à la nounou. Ça demande pas mal d'organisation et une nounou assez souple, on va dire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et vous? Ça va, ça va. Bonjour, ça va? Allez, en route. Hop. Et dans la douane, on fait quoi? On arrête qui? Les méchants, ouais. Arrêter les méchants n'était pas une vocation pour Nicolas. Après des études avortées en IUT de commerce, il ne savait pas trop quoi faire. Il découvre alors, par hasard sur Internet, le métier de douanier. Il passe le concours, accessible avec un simple brevet des collèges. Vous aimeriez bien qu'il fasse aussi douanier? S'il peut poursuivre des études et avoir un métier un peu plus... Enfin, il n'y a pas de honte, hein, loin de là. Hein. Moi, je suis fier de mon boulot, hein, mais après, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut souhaiter pour un enfant. On souhaite toujours le meilleur pour son enfant, donc j'essaie de
d'avoir un métier peut-être plus gratifiant, plus valorisant que douanier. Il y a quand même une grande partie de la population qui n'est pas forcément pro-douanier ou pro-policier. Et voilà, après... Nicolas peut travailler de nuit, le week-end et les jours fériés. Mais il a 7 semaines de congés par an. Du temps libre, pendant lequel ce bricoleur a en partie construit sa maison. On est arrivé. Un douanier comme Nicolas gagne environ 2 000 € bruts par mois, 3 000 en fin de carrière. Tu te mets sur le tapis, t'enlèves tes bottes. Plus une prime de rendement annuelle de 700 € s'il fait de belles saisies. Aujourd'hui, les douaniers ne se contentent plus de traquer les fraudeurs au hasard sur le bord de la route. Ils les repèrent aussi sur Internet. Jean-Yves, le responsable adjoint de la brigade de Nancy, est arrivé ici il y a 2 ans. Il vient d'un service parisien spécialisé, les cyberdouanes. Vous qui passez beaucoup de temps sur Internet, vous faites charrier des fois par vos collègues à être tout le temps sur Internet? Écoutez, au départ, oui, on va dire comme c'est quelque chose de nouveau, que les gens ne connaissent pas, c'est toujours il y a une petite appréhension. Par exemple, une annonce que nous avons détectée. En 2015, 65 milliards d'euros de marchandises se sont vendues via le web. La contrefaçon touche notamment la téléphonie mobile. Jean-Yves est sur les traces du propriétaire d'une boutique à Nancy. Celui-là en particulier, ça va faire bien 3 semaines. 3 semaines que vous le suivez. Voilà, parce qu'il a fallu bien voir en fait s'il n'y avait pas d'autres magasins, s'il n'y avait pas d'autres ramifications à ce niveau-là. Le vendeur écoule des pièces détachées sur un site de vente aux enchères en ligne. Donc là, qu'est-ce qui est, on va dire, assez intéressant, c'est que quand même pour cette marque qui est connue, on va dire, pour du produit neuf, c'est peu cher, on va dire. Ça serait peut-être de l'ordre de 2 fois, voire 3 fois plus cher normalement. Outre le prix, les commentaires des clients intriguent le cyberdouanier. Là, vous voyez, par exemple, un consommateur, un acheteur, a mis article défectueux. Donc là, déjà, c'est une première piste de se dire, bon, si c'est défectueux, peut-être il y a un problème sur la qualité. Par exemple, celui-ci, le verre trempé de mauvaise qualité, plutôt un film plastique épais. Donc bon, visiblement, il y a peut-être un problème de qualité au niveau des produits que propose ce vendeur professionnel. Avant de perquisitionner la boutique, Jean-Yves briefe l'équipe sur le profil de la personne et les articles à contrôler. Donc le gérant il est déjà connu pour contrefaçon. Donc je vous donne les marchandises qui nous intéressent. Donc c'est essentiellement des façades, vitres, téléphones. Et au niveau de la géographie, le magasin, c'est dans un quartier tranquille ou... C'est rue Saint-Georges, il n'y a pas de problème, okay. On se gare... Pour anticiper d'éventuelles réactions agressives du commerçant, 7 douaniers sont mobilisés sur cette opération. Ils sont en civil. Là encore, ils n'ont besoin d'aucune autorisation judiciaire pour débarquer. Le propriétaire n'est pas surpris de voir les douanes. Pas de souci. Quelques semaines plus tôt, un autre magasin de téléphonie dans cette rue a subi le même contrôle. Dans la réserve, les douaniers trouvent très vite les articles repérés sur Internet. Là, il y en a 2 d'Apple. Ça, on prend. Là, je suis sur Sony. Je les mets au même endroit. Sony, c'est le petit carton. Donc ça, du coup, on prend tout ça. Ils sont tous marqués Galaxy. Olivier découvre des contrefaçons d'écrans de téléphone, maquillés pour passer inaperçus aux yeux des douaniers. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Là, en fait, c'est un écran noir tout simple. Et une fois qu'on enlève le film, on a un léger coup de marqueur qui masque la marque Nokia. S'il y a une volonté de cacher la marque, c'est qu'il y a une volonté derrière de frauder. Pris la main dans le sac, le propriétaire du magasin avoue réparer les téléphones de ses clients avec des contrefaçons. Vu que les marques ne nous vendent pas directement, donc on n'a pas trop le choix. Donc sinon, après, on ne pourra pas vraiment faire de réparation pour nos clients. Donc après, c'est vraiment que de la pièce générique. Et de la contrefaçon, oui, on se le dit aussi. C'est connu, tout le monde le sait. Ça peut être dangereux, non, pour le consommateur? Enfin, une batterie qui brûle, un écran qui casse, etc. Bah écoutez, après, moi, personnellement, j'essaie de ne pas acheter non plus n'importe quoi. Après, ça fait un moment que je suis dans le domaine-là. Si vous voulez prendre un exemple de batterie, non, j'ai quasiment jamais eu de problème.
que ce soit des batteries qui explosent ou quoi que ce soit. Lui, ça doit arriver sur 1 cas sur 1000. Et Kenzo, vous avez la licence? Pendant près d'une heure, les douaniers vont inspecter toute la boutique et saisir un nombre impressionnant d'articles suspects. 13 Ous Galaxy Note 3. Donc on a 524 articles au total, qu'on va donc mettre en retenue là, par la procédure d'aujourd'hui. Donc concernant les marques Samsung, Sony principalement, du Apple, bien sûr. Et puis quelques dessins et modèles au niveau des écouteurs iPhone. Vous savez que c'est déposé en dessous. Ils ont breveté aussi le format. Le format et la façon de ranger l'écouteur à l'intérieur du packaging. Si les douaniers prouvent que ces marchandises sont bien des contrefaçons, des poursuites judiciaires seront engagées. Le propriétaire risque une amende égale. Je vous ai dit, ils reviendront peut-être la prochaine fois, ce sera encore pareil. Après, oui, ça se trouve, ils retrouveront peut-être pas les mêmes quantités, parce que maintenant on fera attention. Ou on fera que sur commande. Donc voilà, maintenant quand il y a un client qui viendra pour changer une vitre de Samsung ou tel, bah, je commanderai juste la vitre sur internet et le client attendra. Mais on aura peut-être plus de stock comme maintenant. Il est dans la lime là? Allez, c'est bon, on y va. Je vais passer par là. On va aller au plus simple. Ce groupe de policiers intervient dans une épicerie, placée sous surveillance depuis une semaine. Allez. Priorité cheveux gris, les clés. Leur cible, contrôle de police. Vous avez rien sur vous, monsieur? cet homme d'une soixantaine d'années. Retournez-vous, s'il vous plaît. Aperçu à plusieurs reprises, apportant des cartons de cigarettes. Vous avez le papier? Je peux me voir? Oui. Des cigarettes de contrebande, à peine dissimulées dans le magasin. En quelques minutes, les policiers mettent la main sur une première partie du stock. Ce ne sont pas des contrefaçons, mais de vraies cigarettes fabriquées à l'étranger et importées illégalement. Et 4, 8 et 2, 10, ça fait une cartouche. 9 et 4 paquets, en fait. Leur vente est totalement interdite en France. Là, on retrouve vraiment des cigarettes un petit peu de toutes les marques, là. Hein. Les clients ont le choix, là. Parce que comme dans un vrai bureau de tabac, finalement. Ah bah oui, là, c'était... finalement, c'était un tabac illégal, mais c'était un tabac, hein, au final. Hein. Là, ils faisaient plus leur chiffre d'affaires avec les cigarettes qu'en vendant du coca. Hein. Un tabac clandestin, car seuls les buralistes, quelques restaurateurs et les stations-service sont autorisés à vendre des cigarettes. Ici, le paquet était vendu 6 € contre 9 en moyenne dans le réseau légal. Un énorme business dont les bénéfices échappent à l'État, car les taxes représentent plus de 80% du prix d'un paquet. Vous ne travaillez pas ici, mais on a des éléments qui nous prouvent le contraire. Donc vous êtes passé en garde pour ça, est-ce qu'on prévient quelqu'un de votre famille? Guidés par le suspect, les agents vont contrôler dans la même rue 3 autres lieux de stockage appartenant à l'épicerie. Un garage et 2 appartements. Il n'y a personne dedans? Il n'y a personne? Non. Ici, voilà. Alors, pour l'instant, encore plus de cigarettes sont découvertes. 4, 10, 11... Toujours de marques différentes 14... et d'origines variées, surtout d'Espagne et du Maghreb. Les Gaulois, il y en a 1, 2, 3... Une belle prise. Au total, près de 70 cartouches de cigarettes. Une vingtaine de cartouches de tabac à chicha sont retrouvées, pour une valeur à la revente estimée à près de 5 000 €. La gérante de l'épicerie et sa nièce, qui travaille ici comme vendeuse, sont elles aussi interpellées. Mademoiselle, venez avec nous. Je veux fumer ma cigarette avant la garde à vue, s'il vous plaît. Je peux fumer ma cigarette avant la garde à vue. Restez là, restez là. C'est bon, je reste là, je parle. Je reste, voilà, vous restez là. Vas-y, reste là, je reste avec eux 2 mois. Samy, l'un des policiers équipés d'une caméra, va essayer d'en savoir plus sur leur petit business. C'est vous la patronne? La gérante? Je vous dis,
quelques paquets de cigarettes. Mais c'est pas un paquet, c'est l'usine ici, c'est un bureau. Je vous le dis, French, mademoiselle. Je vous assure, c'est les voisins, c'est des jaloux. Madame, Oui, je vous promets, c'est un bureau tabac ici. Vous savez quoi? Je vous le dis, vous marchez 5 fois mieux que le bureau tabac. Pour recel de tabac illicite, Venez, on se met là, s'il vous plaît, là, mettez-vous là devant. elle risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Depuis des mois, la vente de cigarettes de contrebande explose à Marseille. Ici, plus d'une cigarette sur 2 consommée provient de réseaux illicites. Elles arrivent surtout par ferry, transportées par les voyageurs qui viennent des pays du Maghreb. Elles sont ensuite répandues en ville par un vaste réseau de petites mains, des vendeurs à la sauvette, qui les proposent au grand jour. On a un qui a une petite cartouche dans les mains. Là. Même dans le centre-ville, ces jeunes tiennent boutique 24 heures sur 24. Et les transactions se font en moins de 10 secondes. Garçon, vous avez des clopes? Ouais. Je veux light Marlboro. Très bien. Acheté 1,20 € au Maghreb, le paquet est revendu 6 € ici, soit près de 5 € de bénéfice. Algérienne? C'est bien. Pénalement, l'acheteur ne risque rien. Ce business lucratif provoque des guerres de territoire souvent réglées à coups de couteau, parfois même sous l'œil des caméras de surveillance. Boum, il arrive là. Ça plante, il va partir par ici. La victime va venir. Une scène devenue presque banale pour les policiers. Ils sont prêts à se planter pour dire c'est moi le plus fort, c'est moi qui travaille ici et toi tu dégages. Voilà, c'est la jungle en fait. Pour mettre de l'ordre dans cette jungle, une unité spéciale de la police a été créée en mai dernier, dans les quartiers nord de Marseille. Non, mais si on s'éloigne, on va plus capter. Surnommé le groupe Clop, Et après, on se fait par téléphone, on se fait dire 30. une cellule de 5 policiers, emmenée par Stéphane, brigadier chef. La lutte contre le trafic Ouais, on y va. commence par des heures de surveillance. Ce matin, On s'en va du commissariat. l'équipe part pour le marché aux puces dans le nord de la ville, un haut lieu de vente de cigarettes de contrebande. Tenue de sport, vêtements sombres, ces policiers essayent de se fondre dans le décor. Nadège, 30 ans, sera aujourd'hui chargée de repérer les vendeurs. Du coup, là, pour infiltrer... Là, le but, c'est que vous implantiez en toute discrétion. À la demande de Stéphane, nous coupons notre caméra. Le temps pour Nadège de prendre position dans ce bâtiment qui surplombe le site. Derrière une vitre sans teint. Encore avec vous quand je suis sur place. Alors tu vois, celui-là en rouge là-bas, lui, il faut pas qu'il nous voie. Là, il est en train de dire bonjour au vendeur. Et il est censé travailler ici, tu vois. Et on n'est pas à l'abri aussi que ça peut être un petit haut gradé dans leur hiérarchie et qui nous dénonce sur les lieux, tu vois. La présence des policiers n'est plus un secret. Avant, les vendeurs gardaient sur eux des sacs entiers de cigarettes. Aujourd'hui, ils prennent leurs précautions et n'ont que quelques paquets à la main. Cet homme en bleu se ravitaille auprès d'un complice. Vente après vente. Et ensuite, avec lui... Là, j'aimerais bien voir un rechargement, tu vois. On veut remonter à celui qui leur livre, quoi. Mais pas de grossistes à l'horizon. Juste des petits vendeurs. Ah, ben voilà, tu vois, il y a des clopes dans les mains. Un trafic qui, dans son organisation, a beaucoup de points communs avec la vente de stupéfiants. Il y a un transac qui est en train de se faire juste sous tes yeux. Voilà, les vendeurs, en bas de l'échelle, sont secondés par des guetteurs, encadrés par des responsables qui viennent récupérer le fruit des ventes. Et je lui donne l'argent. Attends. Il y a une livraison où la livraison va se faire, tu vois. Au bout d'une heure de surveillance, Nadège a repéré 3 voitures suspectes. Comptez une vingtaine de vendeurs actifs. C'est assez pour intervenir. Alors là, tu vois, t'as les collègues qui sont en train de traverser. Les policiers en scooter se positionnent. Nadège leur décrit en direct les hommes à interpeller.
Bon, ceux de l'entrée, ils sont faciles à choper. Mais là, ils sont en train de vendre, tu vois. Là, je les vois, ils sont en train de faire des transacts. Ah, la sacoche, c'est bon, je la vois mieux. Il a la sacoche blanche au niveau de la bandoulière et rouge. Le suspect a la sacoche et ce jeune homme sur le vélo. Une des cibles prioritaires du groupe. Ça va aller très vite, par contre. Et quelques secondes plus tard, c'est le coup de pied dans la fourmilière. Les vendeurs s'enfuient face aux policiers. Nadège quitte son poste de surveillance pour aller à l'autre bout du marché, là où ses collègues, Brice et Damien, interpellent le jeune homme à la sacoche rouge. Dans la mer. Ce vendeur, que nous appellerons Foued, est un petit nouveau dans le trafic. Comme beaucoup, c'est un clandestin venu d'Algérie. Tu les rends combien les cigarettes? Ok. 3 cartouches. Tu sais que tu vas les récupérer ces cigarettes. Je les récupère où? 50, 40. Ouais, là il a compris, mais il fait 50-40. T'as compris, t'as très bien compris ce qu'on t'a dit. J'ai pas parlé de français bien. Disons. Tu peux le mettre dehors, s'il te plaît, Xenia? Pour dépasser la barrière de la langue, il faudra attendre le commissariat. Ici, à la division Nord, Samy, l'un des 2 arabophones du groupe de policiers, prend le relais pour faire parler Foued. À une fille dans un taxi qui m'a proposé de lui acheter des cartouches. Oui, elle les vendait. Les cigarettes viennent au marché, nous on est assis, on attend les voitures venues du bled. Quel grossiste? Tout le monde les ramène du bled. Au marché aux puces, comme Foued, tous les revendeurs viennent de Constantine, en Algérie. Ce trafic lui permet de gagner en moyenne 1 300 € par mois. C'est la misère là-bas, mon frère. Oui, je savais. Mais croyez-moi, j'avais pas d'autre solution. Je suis mineur. C'est mon seul moyen de survie ici. D'accord. Dans son sac, Il vendait toute la matinée quand même, tu vois. Nadège découvre 3 cartouches de marque américaine. Pas mal. Pour vente à la sauvette, le jeune homme risque jusqu'à 6 mois de prison et une amende de 3 750 €. Il est placé en garde à vue. Quelques heures plus tard, Il est passé où l'OPJ? Ouais. Je vais juste voir où il est. Nadège, qu'il a vu vendre, est convoqué pour une confrontation devant un officier de police judiciaire. Nadège, je t'ai cherché. Je viens de comprendre. Et on a une décision pénale le concernant. Foued affirme être mineur et n'a aucun papier d'identité sur lui. Le procureur a décidé de le libérer. Pas de confrontation. Il va être placé dans un centre pour mineurs isolé. Et lorsqu'il aura la majorité, s'il est encore là, il devra faire face à une éventuelle sanction pénale. Donc demain, on le revoit sur le marché en train de vendre. Des grandes chances. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'OPJ. Je démarrer par là. Voilà, super. Non expulsable, car présumé mineur, insolvable. Le jeune homme ne sera pas poursuivi pour la revente de cigarettes. C'est décevant, mais on continue quand même. Parce que si on s'arrête à chaque fois à ça, on fait plus rien. Donc, on sait très bien qu'ils ne sont pas mineurs. Donc, après, voilà, c'est la réponse et on s'y fait à la réponse. Mais demain, c'est un autre jour et on recommencera s'il faut. Allez les gars, on part sur Ulrix, là. Au-delà de la sanction judiciaire, ce que veulent ces policiers, c'est désorganiser le trafic. Et pour cela,
il faut constamment harceler les revendeurs. Bon, elle est là, on est parti. Pour Nadège et Stéphane, retour dans le secteur du marché aux puces. Après une surveillance, ils croient tenir une piste intéressante. Là, Ben, de l'autre côté, on est de l'autre côté. Samy et son collègue en scooter pensent avoir repéré une cache de cigarettes. On a vu un mec, bon, vendeur, on l'a vu rentrer dans un petit appart. Fouilleux, à pied, il est assis sur une terrasse, il a une veste grise, un haut gris, là, assis. Par là, vous venez, comme ça, nous on va passer par derrière. Ils décident d'intervenir à l'intérieur même de ce fast-food. L'homme à la veste grise est toujours là. Bonjour. Bonjour, la famille. Tu viens d'où là, l'instant? Il y a 5 minutes, tu viens d'où? Ouais, il y a 5 minutes. C'est quoi ça? Fourmi. Mais c'est quoi? Ça vient d'où? Travaille dans ça? Tu vends? Le consommateur. Du tabac à chiquer, des billets, premiers indices du trafic. Mais les policiers veulent surtout savoir ce qu'il se passe dans l'immeuble repéré par Samy. La fameuse adresse qui pourrait servir de lieu de stockage. Un bâtiment insalubre, squatté à quelques encablures du marché aux puces. Bonjour, police! Police! Le suspect serait venu ici, sur le palier, 2 portes, dont une cadenassée. Et un homme qu'ils prennent d'abord pour un complice. Vous avez les papiers du logement? Il y a quelqu'un là-haut? Il s'agit en fait d'un voisin. Non, je le connais pas, mais il habite là. En face. Ouais, c'est bon. C'est bon, en face. Qui reconnaît formellement l'homme à la doudoune grise. Bonjour, police! Des personnes? Le suspect qui n'y habitait dans ce squat doit assister à la perquisition. Lui aussi vient de Constantine, comme les vendeurs du marché aux puces. Regardez, personne dans machin, il y a des sacs. Ici, c'est là où tu vis? À l'intérieur, plusieurs lits. Le petit appartement sert de dortoir. Attends, un paquet de tabac chiqué. C'est vendu exclusivement en Algérie. C'est marqué dessus. Au départ, pas grand-chose. Mais très vite. Voilà, il y a. Voilà, ici, là. Et donc c'est camouflé dans une boîte. Ouais, une coca minute. 7, 8, 9, 10. Et plus l'autre, ça fait 11. Non, ça fait 10, celle-là. Non, mais plus ça, Au milieu des effets personnels, dans cette chambre décorée de cartes postales du pays et de petits nounours, un objet atypique. C'est bon, les gars? Il y a une machette. C'est où ça, sous le lit? Ouais, dans un... sous le lit. C'est pas des cigarettes, ça, mais vous prenez quand même? Ouais. On sait jamais. On sait jamais à quoi ça a servi, à quoi ça peut servir. Puis c'est interdit dans la rue. Ouais, puis c'est interdit. Vu la taille de la lame. Où ça? Ah ben voilà. C'est sous l'oreiller? Ouais. C'est quoi? De l'argent. Beaucoup d'argent. L'équivalent de la vente au noir de 26 cartouches. On a combien en tout? 21. 21 billets de 50 et 3 billets de 20. 1310. 1310. 1310 €, hein, prends. C'est pas à toi tout ça? Une grosse somme en liquide, beaucoup de cartouches. L'homme serait un gros vendeur et intéresse les policiers du groupe Clop. Il y en avait 10 dans le... Donne-la, Stéphane. Qu'est-ce que j'allais te dire? Où se fournit-il? Est-il alimenté par des grossistes? Pour le savoir, les policiers l'emmènent au commissariat. En route, il admettra qu'il vit bien dans l'appartement perquisitionné. L'homme, en situation irrégulière, est placé en garde à vue. L'argent trouvé sous son matelas et dans son portefeuille, un peu plus de 1 700 €, est saisi par la police judiciaire. La plupart du temps, ça vient de la vente. Surtout des grosses sommes comme ça, enfin, ils n'ont pas de papier français, ils n'ont pas d'emploi.
Ils touchent pas le RSA, ils ont pas la CAF, ils ont rien. Donc ça me paraît non. Pour que ce soit légal, on va dire. Tu n'as plus rien? Hein? Les policiers vont faire une dernière découverte. Tu as enlevé les chaussures? Qu'est-ce que c'est? Tu as enlevé les chaussures ou pas? Monsieur, non. Le monsieur a un petit couteau sur lui. Bon, c'est rien. L'autre? C'est pas un gros couteau, mais bon, quand même, avec ça, il peut blesser quelqu'un, voire tuer quelqu'un. Ah, il avait ça? Ouais, c'est bien caché. Non, ça va, c'est stable. Ces interpellations servent aussi aux policiers à recruter certains vendeurs qui deviendront des indiques et les alerteront lors de grosses livraisons. C'est souvent ces petits vendeurs-là qui te permettent de remonter sur des éventuels grossistes ou autres. Après, des fois, on essaie de nouer plus ou moins contact avec eux pour avoir un peu plus d'informations. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Après quelques heures de garde à vue, l'homme à la doudoune grise sera finalement libéré. Il écopera d'un simple rappel à la loi et d'un signalement à la police des frontières. Si peu d'affaires aboutissent à des procès, la création du groupe Clop a néanmoins permis de porter quelques coups au trafic. Voici la dernière grosse prise. 750 cartouches interceptées pendant une livraison. Jamais la police de Marseille n'avait saisi autant de cigarettes illégales en une seule fois. Et dans les sous-sols du commissariat, le local des saisies déborde. Et oui, parce que là, t'as plus de place. Là. Entre sachets de drogue et armes de guerre, une montagne de sacs remplis de cigarettes. On peut avoir des LM, des légendes, des Marlboro Light. Ça vient d'où tout ça? Alors ça peut venir des pays de l'Est ou du pays du Maghreb, essentiellement. Hein. Là, on a les Marlboro classiques, sac à dos. Depuis mai dernier, Stéphane et son équipe ont saisi plus de 45 000 paquets. On est bien sur 80 cartouches là-dedans, juste dans ce sac. Dans cette pièce, des dizaines de milliers d'euros de bénéfices potentiels sur le marché noir qui partiront en fumée. Là, on détruit 400 kilos vendus. Soit 1600 cartouches qui seront incinérées dans un lieu maintenu secret par les policiers. En France, ce trafic représente un manque à gagner de 2 milliards d'euros par an pour l'État. Voilà, ça c'est plutôt pays de l'Est. En pistant les vendeurs de cigarettes, le groupe Clop contribue aussi à mettre au jour d'autres magouilles. Le garage, il est là. Et la casse, elle est là. C'est un petit trou là. Pendant une surveillance, Stéphane a repéré un garage automobile clandestin où des vendeurs de cigarettes se ravitaillent. Là, c'est le 43 aussi. Il abriterait d'autres trafics, comme le recel de voitures volées. Ici en face. Et là, il y a une autre porte. Là, on voit que c'est la casse parce qu'il y a les pièces détachées ici. Un garage qu'il s'apprête à perquisitionner. On a convié tout le monde parce que on espère qu'il y aura autre chose. Des clandos, du travail dissimulé, des clopeurs ou autre. C'est bon? Allez, c'est parti. Le cortège à l'extérieur. La police aux frontières. Sur 148, on n'oublie pas les confs. Les spécialistes du recel de pièces détachées. 7 équipages et même l'URSSAF sont mobilisés pour cette descente. Stéphane part en tête avec Étienne, commandant de l'opération. Le BST-03 de TK GSP 120, vous me recevez? Voilà, on se met devant le garage, on met pied à terre. Ils sont les premiers à intervenir. Monsieur, bonjour. La police. Venez là, s'il vous plaît. Vous rentrez à l'intérieur, s'il vous plaît? À l'intérieur, des voitures désossées. Pourtant, cet entrepôt n'est pas déclaré comme un garage. Monsieur, bonjour, vous restez ici pour l'instant? Les policiers contrôlent chaque personne. Ils découvriront 4 clandestins et une dizaine d'employés qui travaillent ici au noir. Parmi les pièces détachées, certaines proviennent effectivement de voitures volées. Stéphane et ses hommes, eux, sont là pour les cigarettes. Au premier étage, une enfilade de portes closes.
Des bureaux, transformés en chambres. Là, vous louez combien? Vous payez combien? Celui-là, payez pas, moi j'ai passager. Des hommes y vivent à plusieurs sur des matelas posés à même le sol. Là, vous payez pas, vous, ici? Algérien. Algérien, vous avez votre passeport sur vous? Oui. Eux aussi sont employés au noir dans le garage et viennent d'Algérie pour de courtes périodes avant de repartir au pays. Ah ben voilà. Et ils n'arrivent pas en France les mains vides. On va continuer la fouille. L'homme au polo rouge et blanc est le propriétaire de ces sacs. Nadège trouve 6 autres cartouches et des dizaines de paquets de tabac à chiquer. Tu les as achetés où? Non, ça vous paye les vacances. D'accord. Pourquoi tu... le fait d'en vendre un petit peu ici, ça vous paye les vacances. Pourquoi tu les ramènes ici? Seulement pour que je fume, c'est moi. Pourquoi tout ça? C'est tout. Pourquoi si lui. Ça c'est pour moi, l'autre c'est pour lui. Non, mais pourquoi ils font pas tous? C'est mon copain. Vous allez nous suivre au commissariat, monsieur. Hein? Vous allez être entendu dans le cadre de cette affaire pour une détention en vue de la vente de cigarettes de contrebande. Oui, je ne vendrai rien, moi. Quand je vendrai cigarettes. Excusez-moi. Ils sont tous en situation régulière? Non, lui, il a un passeport italien. D'accord. Italien, algérien. Une double nationalité qui permet à l'homme au polo de circuler librement entre l'Europe et le Maghreb. Non, ça c'est le lieu de naissance. Ça. Il fournirait les vendeurs à la sauvette après chacun de ces allers-retours. Et c'est toute la difficulté de la lutte contre ce trafic. Ils sont des milliers comme lui à l'alimenter chaque jour par des petites livraisons. Peut-être vous allez juste avoir un rappel en disant, écoutez, les cigarettes de contrefaçon, faut pas en acheter, c'est illégal, machin. Peut-être que ça va être ça. Après, c'est le magistrat qui décide. Si voilà, s'il veut vous mettre une amende, il vous met une amende. C'est lui qui choisit après. Nous, on n'a aucun pouvoir. Placé en garde à vue, l'homme écopera lui aussi d'un simple rappel à la loi. Pour que la lutte contre ce trafic soit plus efficace, ces policiers attendent de nouvelles mesures. Notamment un décret qui devrait bientôt sanctionner les consommateurs de cigarettes de contrebande. Ils risqueront une amende de 150 €. À ce jour, la France est le pays d'Europe le plus touché par ce trafic. Sur le port du Havre, des containers par millions. En moyenne, 20 000 arrivent chaque semaine. 70% viennent de Chine. À l'approche de Noël, beaucoup sont remplis de jouets, attendus de pied ferme par des douaniers. On est par là aujourd'hui. Intoxication, étouffement, brûlure, les accidents avec des jouets sont courants, parfois même mortels. L'année dernière, un garçon de 2 ans est décédé après avoir avalé une pile au lithium contenue dans une toupie. On a des marchandises qui restent dans un conteneur pendant 30 jours. Il y a des gaz qui peuvent se former. C'est des vapeurs au niveau du plastique, des vapeurs toxiques. Et donc on s'équipe de masques. Ludovic est l'un des 300 agents des douanes du Havre. Là, on va pouvoir le serrer. Sa mission, s'assurer que ces marchandises destinées à des petites ou grandes surfaces sont aux normes et non dangereuses. Les containers ont été choisis en fonction de leur provenance, de la nature des produits et du profil de l'importateur. Ouais, oui, je vous le prenne. C'est bon, c'est pas très lourd. Ludovic et 2 autres agents vont d'abord vérifier l'emballage même du jouet, qui doit comporter des marquages obligatoires. Une sorte de passeport pour entrer en Europe. On a les mentions sur les piles, on a bien la référence du produit qui est reprise, on a le marquage CE. Ce logo, obligatoire sur les jouets, certifie la conformité aux règles de sécurité européennes. Charge aux douaniers de vérifier que ces règles sont effectivement respectées. Ok. Ce sont des petits tigres en plastique. Ah, là, je vais prélever. Le porte-clés vient de rompre. Alors, une simple pression à la main a suffi à rompre. Et regardez, on a accès à une partie qui peut blesser peut-être un enfant.
Donc je vais ouvrir un autre et je vais voir si ça fait la même chose. Effectivement, il y a l'avertissement que c'est interdit pour les moins de 3 ans. Donc a priori, les moins de 3 ans ne sont pas censés jouer avec. Mais il y a l'aspect quand même, l'aspect dangereux. Je veux dire, un enfant de 3, même 3 ans qui joue avec, et ben, il va pouvoir peut-être se blesser avec. Je préfère m'en assurer. En fait. La marchandise peut être retenue entre 3 et 4 semaines. Le temps d'effectuer des vérifications. L'importateur n'a d'autre choix que d'attendre. Ces agents ne décident pas seuls de la retenue. Je pense qu'ils vont vouloir des photos. Ouais. Une division des douanes, le service d'analyse de risque et de ciblage, doit donner son feu vert depuis Paris. Donc ce sont des porte-clés. Oui. Et donc lors du contrôle, la partie métallique s'est détachée très facilement. D'accord. Donc il faudrait à ce moment-là faire un prélèvement pour qu'on les envoie au laboratoire. D'accord. Ça devient un petit élément. Exact. C'est dangereux pour les enfants parce qu'il y a un risque d'ingestion. D'accord, très bien. Parfait. Bonne soirée. Au revoir. La demande de contrôle est confirmée. Pour évaluer la dangerosité d'un produit, les douanes l'envoient dans un laboratoire comme celui-ci, spécialisé dans les jouets. Olivier, ingénieur, 13 ans de service, et Fabien, technicien, font subir un traitement de choc aux peluches et autres jeux pour enfants. Chaque année, 700 objets, dont le porte-clés tigre qui vient d'arriver au labo, passent entre les mains de ces experts en supplice, en tout genre. Comme cette panthère qui a été prélevée, selon le jargon douanier, pour tester sa solidité. On va tirer sur cette couture-ci. On a déjà eu le cas, comme celui-ci, où on a eu une rupture de la couture. Cet objet date de cette année, et en fait on a eu une rupture de la couture, donc une accessibilité à la bourre. Si un enfant avale de la bourre, il risque de s'étouffer en fait. Tout simplement, ni plus ni moins que de s'étouffer. Mais aussi à l'intérieur, on peut retrouver d'autres objets, dans d'autres types de peluches, comme les queeners ou les grelots. Et ça aussi, c'est des petits éléments que les enfants peuvent ingérer et s'étouffer avec. Donc là, on va appliquer une traction de 70 newtons, qui équivaut à 7 kg. Ça correspond à quoi, 7 kg? À la force qu'un enfant pourrait exercer sur sa peluche pour tirer sur lui-même sur sa couture. Donc là, je lance la manip. Donc là, on peut observer qu'il n'y a aucune rupture de la couture. On le voit bien sur le graphique. La montée en tension et le maintien en tension. Le calvaire de la panthère ne fait que commencer. Après les coutures, les yeux. Ils ne doivent pas s'arracher facilement afin d'éviter un avalement accidentel. Là aussi, la peluche réussit le test. Avant le prochain contrôle, elle est placée dans ce réfrigérateur. Donc là, c'est l'étape de conditionnement. Alors là, elle va y rester 7 heures. Pendant ce temps, Fabien s'affaire dans l'atelier chute et choc du laboratoire. Donc pour le test de chute, je vais lâcher 5 fois le jouet d'une hauteur de 85 cm. C'est une hauteur moyenne d'un enfant, je pense. L'objet ne casse pas. Prochaine victime, un lampadaire. Et on lâche la masse à une hauteur de 10 cm. Donc là, on soulève la masse et on voit que l'objet a cassé et a libéré un petit élément. Donc on a un cylindre qui simule la gorge d'un enfant. Donc là, on prend notre élément, on le met dans le cylindre. Si l'élément ne dépasse pas du cylindre, on le considère comme un petit élément, donc une non-conformité, car l'enfant peut ingérer ce petit élément et on ne peut pas le rattraper avec ses doigts. Après 7 heures, à une température et un taux d'humidité respectant les normes d'essai européennes, la panthère va passer l'épreuve du feu. Cet appareil reproduit la flamme d'une bougie. Allez, c'est parti. Top. Pas d'inflammation. Depuis une dizaine d'années, ce type d'accident avec des peluches est de plus en plus rare.
En général, elles sont ignifugées ou en tout cas fabriquées avec des matériaux qui ne brûlent pas du tout. Maintenant, elle va passer au poste de découpe pour analyser tous les matériaux d'un point de vue chimique. Les jouets comportent aujourd'hui de nombreux composants, parfois nocifs, que les blouses blanches des douanes sont capables de déceler. Pour cela, les techniciens dissèquent le jouet comme des médecins légistes. Même les objets a priori les plus inoffensifs n'échappent pas à la pince et au scalpel. C'est pour les enfants tout petits, qu'ils ont l'habitude de mettre tout à la bouche. Donc, quand il va jouer dans son bain avec ce canard, eh bien, il va mettre les parties du jouet à la bouche. Et donc, le risque, c'est bien sûr la contamination de l'enfant par des substances chimiques qui vont passer du jouet à sa salive. Rien qu'en le mettant à la bouche, ça peut Rien suffire. qu'en le mettant à la bouche, oui, ça suffit. Des morceaux du canard ont été dissous et échantillonnés afin d'identifier des substances interdites. Le résultat, visible sur ce graphique, réserve des surprises. On se rend compte qu'il s'agit du DEHP. Le DEHP est un phtalate, est une molécule qui fait partie donc, des substances CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, et qui est donc pas autorisée dans les plastiques constituant du jouet. On a trouvé 14% de DEHP. La réglementation limite à 0,1% la teneur en DEHP. Vous voyez, donc on est là 140 fois supérieur à la limite réglementaire. Ce canard de bain, mâchouillé par des enfants, peut provoquer à long terme des cancers du foie, du rein et de l'appareil reproductif. 15 jours plus tard, le porte-clés Tigre bloqué au Havre a réussi les tests chimiques. Son étiquette mentionne clairement qu'il est interdit aux moins de 3 ans. Il est jugé conforme et peut rejoindre les rayons. Lorsqu'un jeu n'est pas aux normes, comme ce livre labyrinthe dont le pictogramme d'interdiction aux moins de 3 ans n'est pas à la bonne taille, l'importateur doit, à sa charge, remettre le jouet en conformité. Mais si l'objet est non conforme et dangereux, une seule issue, la destruction. Donc là, ça va être basculé. Dans cette entreprise de recyclage du Havre, la dernière heure a sonné pour un autre jouet. Sous l'œil de Jérôme Gautrefeuille, chef divisionnaire de la direction des douanes du Havre. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette scène ? La fin du processus du retrait de marchandises de l'Union européenne. Donc c'est une satisfaction en tant que douanier. Voilà. Dans ces cartons, 2100 exemplaires d'une peluche fabriquée en Chine, destinée à un grossiste français, qui après passage au laboratoire de Lille, ont été jugés dangereux. Une petite corde qui était jointe au harnais est trop longue. Ça doit être 30 cm maximum, là c'est 50 cm. Donc c'est le risque d'étranglement pour les enfants. Et d'autre part, il y a les parties de ce jouet, ce petit chien qui pouvait s'arracher. Voilà. Donc risque d'ingestion pour les enfants. Donc c'est non conforme. Donc la seule solution, c'est de la destruction. Et ça sera la fin de l'opération pour ces pauvres petits chiots qui n'iront pas étouffer des enfants pour Noël. Voilà. La destruction est facturée à l'importateur, environ 400 €. S'ajoute la perte de la marchandise, d'une valeur de plus de 6 000 €, et une amende douanière de 300 €. L'année dernière en France, sur 6 700 000 jouets contrôlés, plus de 400 000 ont été bloqués pour non-conformité. Un tiers d'entre eux ont été détruits, car dangereux. À l'approche de Noël, en plus des jouets, les douaniers ciblent les produits tendance, qui arrivent par containers entiers au Havre. Une stratégie pour faire face à un fléau en plein développement, les imitations. Benoît, inspecteur des douanes, est spécialisé dans l'industrie du jeu et du loisir. Parmi ses dernières prises, des écouteurs très en vogue, en provenance de Chine, qui ressemblent à s'y méprendre à un modèle d'une marque bien connue.
Ici, le petit bouton, en fait, il n'est pas si arrondi que ça. Vous voyez, ça se joue à pas grand-chose. Mais c'est pour dire que c'est pas la même chose, mais que ça ressemble bougrement tout de même, quoi. La différence se fait aussi sur les prix. 40 € pour ces écouteurs contrefaits, contre 179 pour les originaux. Ces manettes de jeu imitées sont, elles, vendues moitié moins cher que le produit authentique. Des prix imbattables qui ne sont pas sans conséquences. Il faut savoir aussi que souvent ces contrefaçons sont fabriquées à moindre coût et que tout ce qui embarque des batteries risque de ne pas fonctionner correctement, voire même d'être dangereux. Les batteries de mauvaise qualité ont tendance à ne pas se couper une fois la charge complète et derrière, elles continuent à charger. Ce qui entraîne une accumulation, et derrière, la marchandise peut prendre feu. Donc ces produits ne seront pas sous le sapin à Noël? Alors là, les produits ne seront pas sous le sapin à Noël. Et même si vous les avez, je vous déconseille de les mettre en charge. Au total, 580 manettes de jeu et 2000 écouteurs ont été saisis et détruits. Ce qui représente pour la société qui les a importés une perte de plus de 100 000 €. Pour les douanes, la difficulté est que ces produits contrefaits sont de plus en plus souvent achetés par des particuliers en direct sur Internet. Certaines plateformes de e-commerce se sont spécialisées dans la vente de produits imitant des marques connues à des prix très bas. La copie est parfois poussée à l'extrême. Comme cette paire de baskets qui reprend le logo d'une société française de luxe, en changeant seulement quelques lettres, à un prix 10 fois moindre que le produit d'origine. Nombre de ces colis individuels arrivent par avion dans les centres de tri de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, première plateforme de fret européenne. Plus d'1 million par jour au moment des fêtes en décembre. Ici aussi, les douanes ciblent leur contrôle. Sur ces chaînes, n'arrivent que des produits à bas prix, moins de 22 € en provenance de Chine. Autant de cadeaux potentiels pour Noël. Alors là, tout simplement, on est en train de palper un petit peu et d'utiliser un petit peu notre flair douanier pour voir ce qu'il peut y avoir dans ces colis et récupérer tout ce qui peut être potentiellement de la contrefaçon. Ouais, le jaune, c'est une ceinture. Joséline et sa collègue Isabelle ont leur technique. Donc ça peut être la forme, ça peut être le poids, ça peut être plusieurs choses qui pourraient me paraître suspectes. En moins d'une demi-heure, elles remplissent un chariot complet d'objets qui leur paraissent douteux. La pêche est plutôt bonne. Je pense que c'est un sac de marque. Un vrai? Oh non, ça c'est de la contrefaçon. D'accord, vous le voyez. Un sac comme celui-ci vaut entre 800 et 1000 €. Donc là, il a été émis à 8 €. Provenance Chine. Selon une étude de l'Union des fabricants, plus d'1 Français sur 3 achète consciemment des faux, sans penser qu'il court peut-être un danger. Comme avec cette paire de baskets contrefaites, achetée 10 €. Ça peut être un grand risque pour lui au niveau dermatologique, ça peut être un risque pour la peau, des problèmes cutanés ou autres. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut mettre sur soi et espérer qu'il ne se passe rien derrière, quoi. Cette paire de baskets sera directement détruite dans les jours qui viennent. Le client ne sera ni informé, ni poursuivi. Face à l'explosion du e-commerce, combien d'imitations échappent aux douanes? Ont-elles les moyens de faire face? Le chef de cette plateforme de contrôle reconnaît la complexité de la tâche. C'est pas difficile de trouver parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Tout l'enjeu, c'est d'être suffisamment nombreux pour contrôler au mieux l'ensemble de ces paquets. On ne peut pas tout contrôler, mais on essaye d'en contrôler un certain nombre et de saisir au maximum de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Sur l'année 2018, à Roissy, un peu plus d'1 million d'articles contrefaits ont été saisis. L'équivalent du nombre de colis qui arrivent ici
en une seule journée. C'est un commerçant de proximité presque comme un autre, avec sa clientèle d'habitués. Ça va, vous êtes bien? Ouais. C'est un peu chaud, mais... Ah, aujourd'hui, oui, un peu. Merci. Allez, au revoir, tonton. Ilyes, 30 ans, est vendeur de cigarettes à la sauvette, 7 jours sur 7, depuis 3 ans. 5 € le paquet, 2 fois moins cher qu'au bureau de tabac. Il n'y a pas ma marque habituelle? Je te jure que non. Tu sais que je te cache rien, t'es mon ami et je t'aime bien. Sur la tête de ma mère, il n'y en a pas. Je t'en apporterai. Celles-là, elles sont bien? Prends celle-là. Comme une vingtaine d'autres vendeurs, Ilyes opère à la vue de tous sur ce carrefour de la Courneuve, aux portes de Paris. Son métro et son tramway en font un lieu stratégique. Chaque jour, 40 000 personnes transitent par ce carrefour. Depuis 2019, les clients peuvent être verbalisés. 135 € l'amende. Vous n'avez pas peur d'acheter des cigarettes de contrebande? Plusieurs fois. Vous avez peur quand il y a un contrôle. Mais tout le monde l'a acheté. Mais tout le monde fait ça. Pourquoi vous achetez vos cigarettes ici? T'as passé 11 € ici, c'est... Normalement, c'est 5 €. 5 €. Toi, malade, mon frère. Mais toi, malade, c'est vrai. 3 €. C'est le prix auquel Ilyes achète un paquet au marché noir. Sur chaque vente, il fait 2 € de bénéfice. Vous en êtes à combien? J'ai déjà vendu 10 paquets. 10 paquets. Le délit de vente à la sauvette est puni de 6 mois de prison et de 3 750 € d'amende. Les policiers vous laissent tranquilles? Comment ça? Non, ils nous laissent pas tranquilles. Ils nous prennent nos cigarettes, parfois on passe la nuit en garde à vue. On vend pas à l'aise. On est toujours sur le qui-vive. Bouge pas, laisse ta main cachée comme ça. Ils m'ont vu, tu crois? Bah oui, ils t'ont vu, mais c'est pas grave, ils sont derrière. T'es pas discret. Ils ont tout vu. Moi, je peux acheter. Non, moi, je peux acheter. C'est stressant pour vous? Bien sûr, il y a beaucoup de stress. Tous les jours comme ça. Vous avez peur? Oui, on a peur. Hé, toi, qu'est-ce qu'il te faut? Ce jour-là, les voitures de police défilent, sans jamais les interpeller. Cache-toi. C'est comme le chat et la souris. On joue à Tom et Jerry, et si tu sais pas jouer à Tom et Jerry, tu te fais embarquer. Ilyes n'a jamais été condamné. Dans un département où la justice est saturée par des délits plus graves, la vente à la sauvette n'est pas la priorité. Surveille, s'il te plaît. Ce que le vendeur redoute le plus, qu'on lui confisque sa marchandise. Je les cache ici pour que la police ne me les prenne pas. S'ils me prennent que 4 paquets, c'est pas grave. Par contre, s'ils me prennent une cartouche, c'est comme si j'avais pas travaillé. Je perds tout. C'est quoi les bonnes cachettes? Moi, ma meilleure cachette, c'est celle-ci. La police ne la connaît pas encore, mais maintenant que je vous l'ai montrée, je vais me faire griller. Ils seront là demain, c'est sûr. Et puis il y a 1, 2, 3, il y a 6 caméras de surveillance au total. Bon, parfois elles sont éteintes, mais quand elles fonctionnent, ils repèrent nos planques. Et ils viennent directement chercher nos cigarettes. Lorsqu'il parvient à échapper à la police, le vendeur dit gagner entre 30 et 150 € par jour. Ilyes vit dans ce petit pavillon. Sans papier, il est arrivé en France il y a 3 ans. Moi, je dors ici. C'est ma place. Et là, ce sont toutes mes affaires. Il partage ce 2 pièces d'une 60aine de mètres carrés
avec 6 autres clandestins venus du Maghreb. Vous nettoyez toujours comme ça? Oui, toujours, c'est obligatoire. Je ne supporte pas de vivre dans la saleté. Ilyes dit résider gratuitement dans cette maison avec l'accord de la propriétaire. Une bonne samaritaine selon lui, qui l'aurait accueilli à son arrivée en France. Je passais par là et la porte était ouverte. J'ai cru que c'était un squat, alors je suis rentré. Il y avait une femme qui dormait. Elle s'est levée en criant, elle a eu peur. Elle m'a crié dessus et je suis parti. Je suis revenu le lendemain et je lui ai expliqué ma situation en lui disant que je n'avais pas d'endroit où dormir. Et j'ai commencé à lui rendre des services. Elle était contente, puis au bout de quelques jours, elle m'a proposé de dormir ici. Une source policière nous a confirmé que la propriétaire l'a bien autorisée à résider ici. Aujourd'hui, Ilyes dit ne plus avoir de nouvelles d'elle. Ça, ce sont toutes ses affaires. Elle aurait été hospitalisée il y a plusieurs mois. Regarde dans quel état est le jardin. Tous ces hommes vivent de petits boulots. Moi, je travaille dans la sécurité. J'ai pas de papier. Moi, je suis livreur Uber. Je loue un compte qui appartient à un autre livreur et je travaille avec. Comme je suis sans papier, je ne peux pas avoir de compte à mon nom. Moi, je travaille dans la fibre Internet. Moi, je vendais des cigarettes, mais je cherche un travail dans les marchés. Les clopes, ça t'apporte que des problèmes. Et vous avez essayé de trouver autre chose? Avant, je faisais des déménagements, mais ça s'est arrêté. Alors, je vends des cigarettes pour pouvoir manger et ne pas avoir à mendier. Jour de barbecue, pour célébrer la fête de l'Aïd. Merci, que Dieu te bénisse. T'as vu comment on fait une salade avec une bouteille? C'est une salade meshouia. Il y a du poivron, de l'ail, de l'oignon, de la tomate et de l'huile d'olive. Ouvre la bouche, je te dis. En Algérie, ils étaient étudiants, pizzaiolos. Certains ont flirté avec la délinquance. Ilyes, lui, travaillait comme plaquiste à son compte et vivait chez ses parents. Je suis venu en Europe parce qu'il y a du travail et que tu peux te marier. Te fous pas de nous. Il y a tout au bled, boulot, mariage, argent. Il y a tout, faut dire la vérité. C'est juste que nous, on aime bien l'Europe et qu'on n'a pas peur de galérer. C'est tout. Pour rejoindre la France, ils ont tous emprunté la même route. La dangereuse mer Méditerranée. Ilyes a immortalisé son arrivée sur les côtes espagnoles. On a commencé à chanter, on s'est dit qu'on avait échappé à la mort. On a passé 20 heures dans l'eau. On s'était perdu en pleine mer, on n'avait presque plus d'essence. Donc quand on a vu la terre ferme, on était heureux. Ilyes est papa d'un petit garçon de 2 ans qui vit avec sa maman dans le sud de la France. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était pour son anniversaire, il y a 1 mois. Comment vous vous sentez quand il n'est pas avec vous? Ça me déprime, je suis dégoûté. J'attends avec impatience le moment où je pourrai le revoir. Ilyes dit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille grâce aux revenus de la vente de cigarettes. Il garde sa précieuse marchandise sous clé. J'en avais beaucoup, mais la police les a saisis. Ils ont fait une perquisition et ils m'ont pris 1 500 € en liquide et un carton entier de Marlboro. Les plus chères et les plus rares, ce sont les cigarettes de contrebande. Ça, c'est des cigarettes originales, elles sont authentiques, elles viennent d'Algérie. De vraies cigarettes importées illégalement en France. C'est comme si tu les achetais au tabac, en fait. Mais celles qu'il vend le plus, ce sont les cigarettes de contrefaçon, des imitations fabriquées en Chine et dans les pays d'Europe de l'Est. Je supporte pas ces cigarettes, elles ont un goût immonde. Dès que j'en allume une, je ne peux pas la terminer, je la jette. Je peux pas, ça passe pas. Ilyes ne montre en revanche aucun état d'âme pour les vendre.
Comment se procure-t-il cette marchandise? Un autre vendeur à la sauvette de la Courneuve, Nassim, a accepté de nous emmener sur son lieu d'approvisionnement. Il fait ce trajet tous les jours et descend une station avant sa destination finale. Les policiers nous attendent à la gare. Si tu viens acheter des cigarettes et que tu descends à la gare, tu te fais arrêter direct. Pour approcher ces grossistes, très méfiants, nous filmons en caméra cachée, sans le dire à Nassim. Ces fournisseurs sont sénégalais, plusieurs dizaines sur le parvis, identifiables à leur sac à dos. Ici, on vend les cigarettes par cartouche. Les Philippe Maurice, t'en auras ce soir? Nassim n'achète jamais plus de 6 cartouches. Moins de pertes en cas de saisie, et c'est plus discret. 166. C'est combien la cartouche? La cartouche, ça dépend. 26, 30, 33. Chaque cartouche a son tarif spécifique. Ces grossistes risquent beaucoup plus que les vendeurs au détail. 3 ans de prison pour détention et importation de contrebande. Où s'approvisionnent-ils? Nous nous présentons comme journalistes et essayons d'en savoir plus. Et on aimerait bien vous filmer un peu. C'est pas aussi l'omerta, mais bon, franchement, pour vous dire la vérité, c'est pas nous à la base, c'est pas nous. D'accord. Nous, on prend sur quelqu'un une personne, et nous, on le vend, on gagne quelques centimes d'euros, 3 euros. Bah, du coup, on peut pas vous dire tout ce qui se passe dans ce truc. Peur des représailles, en fait, peur que... Ouais. Parce que nous, on galère pour gagner quelque chose. Tu gagnes 10 euros ou 20 euros, et voilà. Vous faites 10 euros, 20 euros dans la journée pour vous, dans votre poche? Oui. Non, juste 10, 20? Et ils arrivent, ils arrivent. L'an dernier, plus de 700 000 cartouches ont été saisies en Seine-Saint-Denis. Un business sous pression qui crée des tensions entre les vendeurs. Gare à celui qui ne respecte pas les tarifs. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? 4 euros, c'est pas 4 euros ici, c'est 5 euros. Cet homme a tenté de vendre un paquet 1 euro moins cher et ça ne passe pas. Tu vends pas à 4 euros, ça se fait pas ici. La vente de cigarettes cache d'autres business moins avouables. Selon nos informations, certains vendeurs que nous avons filmés dealent du Rivotril et du Lyrica, des antiépileptiques utilisés comme de la drogue. Ils en consomment aussi et peuvent devenir violents. Un café. Voilà. 16 ans que Mickey tient ce bar PMU sur le carrefour. Il a vu débarquer les vendeurs à la sauvette il y a 5 ans. Ça arrivait d'un coup. On les a vus, on a vu 1 ou 2, après 4 ou 5, après des groupes. Et après, il y a une année où c'était chaud, hein, parce que c'était beaucoup de bagarres entre eux, de vols, de tout ça. Il y a eu des morts. Hein. Pour un mort, il y en a un sur la place, parce que comme ils étaient nombreux, quand vous avez quelqu'un qui veut acheter des cigarettes, eh ben, ils arrivent, ils sautent à 5 ou 10 dessus pour les vendre des paquets de clopes. Puis entre eux, ça dégénère. Et il y en a un qui s'est fait planter, il est mort. Hein. Moi, je l'ai vu, ils ont mis le truc par-dessus la tête. Hein. Adepte de l'autodéfense, Mickey est fier de nous montrer ses armes de dissuasion. Voilà. Ça, qu'on n'y arrive plus avec la... Quand on voit que ça va trop loin, voilà. Ça, c'est quand c'est light, et ça, c'est quand il y en a un qui sort le couteau. Voilà. La police est au courant que vous avez ça? Ah ben la police doit être au courant. Hein. Je dis, moi, soit vous me défendez chez moi, ou je me défends. Donc moi, je ne peux pas me laisser faire. Si la hache n'a jamais servi, ce n'est pas le cas de la batte de baseball. Vous voyez, celui, lui, était tout le temps shooté. Et là, il s'embrouille, là, il est en train... Mon fils, il a dit rien, il comprend. Il y a 2 ans, un vendeur à la sauvette prend à partie un employé de Mickey et jette sa vaisselle.
Et voilà. Là, c'est votre fils, là? Ouais. 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 C'est pas un peu disproportionné par rapport à la situation? Peut-être, mais bon, si on n'en vient pas en main, ils reviennent, ils font ce qu'ils veulent. C'est un aveu de faiblesse, donc voilà. On ne peut pas faire autrement. Hein. Nous, on n'est pas là pour faire la bagarre. Regardez, quand on travaille avec ça très bien, on est heureux. On est là pour gagner notre vie. Après, c'est sûr qu'ils doivent être malheureux. Hein. Faut qu'ils survivent, faut qu'ils... Je suppose que c'est pas facile pour eux. Moi, j'en ai plein ici, j'ai aucun souci avec eux. Hein. Vous pouvez leur demander, hein. Ils viennent. Voilà. Même ils m'aiment bien. Hein. Il y en a, le soir, je sors, je prépare ma voiture. Salut tonton, à demain. Voilà. J'ai rien contre eux. Face à ce trafic, comment réagissent les autorités? Nous avons donné rendez-vous au maire sur le carrefour. C'est comme ça qu'on lutte contre le trafic de cigarettes? Oui, ben, c'est la volonté d'alerter aussi l'opinion publique, parce que bon, s'il y a un trafic, c'est parce qu'il y a des acheteurs, et c'est aussi pour dire à toutes celles et ceux qui achètent parce que c'est moins cher, par commodité, que ça contribue à générer des comportements absolument détestables dans le quartier. Le patron d'un supermarché se joint à la discussion. La discussion qu'on avait avec la commissaire, c'était que... Depuis le temps qu'on a emmerdé avec ça, ça craint le soir ici. Hein. Ouais, je sais, je sais. On perd beaucoup de clients, nous, à cause de ça. Je sais bien, je sais bien. Nos clients ont peur de revenir maintenant, malheureusement. Pourquoi ils ont peur? Bah, ils ont peur parce qu'ils se font agresser, il y a des agressions, il y a des vols de téléphone. Alors, vous pensez que la mairie fait ce qu'il faut? Ils essayent de faire le maximum. On voit la police municipale, on voit la police un petit peu. Hein, on les voit un peu, mais bon, je dis pas que ça va faire non plus. De chasser les bandeurs. Ouais. Moi, quand on a commencé à engager la bataille, quand on venait distribuer des tracts pour dire aux gens c'est pas possible, et pour leur dire à eux c'est pas possible, ils venaient nous agresser. On venait avec les écharpes, ils venaient à la confrontation. On n'est quand même plus du tout dans la même situation aujourd'hui. Le rapport de force a changé, même si ça reste une situation qui n'est pas acceptable. La Courneuve n'est pas la seule ville concernée par ce trafic. En France, une cigarette sur 3 est achetée au marché noir.